Un bâtiment de guerre américain reçoit un message radio direct en provenance des côtes iraniennes. L'ordre est clair, rebroussez chemin vers l'océan Indien, où vous serez pris pour cible. Le navire ralentit. Il s'immobilise. Puis il fait demi-tour. Et pourtant, personne ne parle réellement de ce qui vient de se produire. Dans le même temps, les médias occidentaux évoquent des négociations avancées au Pakistan. On vous explique que Donald Trump aurait obtenu des progrès significatifs, qu'un accord est presque finalisé, et qu'il ne resterait qu'un simple point technique à régler. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que ce détail technique s'appelle le nucléaire. Et c'est précisément ce sujet qui, depuis des années, provoque des morts, des infrastructures détruites et des redéploiements militaires à grande échelle. Présenter une négociation comme productive alors que son point central reste bloqué, c'est comme affirmer qu'une opération médicale a été un succès, alors que le patient n'a pas survécu. Mais cette question, les grands médias ne la posent pas. Ils reprennent les communiqués, les reformulent, puis passent à autre chose. Alors posez-vous cette question: qui bénéficie réellement de votre ignorance sur ce qui s'est joué dans le détroit d'Ormuz ce week-end? Bonjour, je suis Marc, analyste en géopolitique. Sur cette chaîne, mon objectif est simple: décrypter les mécanismes réels derrière les événements mondiaux, loin des récits officiels et des éléments de langage formatés. Si cette analyse vous permet de voir ce que d'autres ne montrent pas, abonnez-vous dès maintenant. C'est la seule manière de poursuivre ce travail. Voici ce que nous allons examiner ensemble. Parce que comprendre cette séquence d'événements, c'est comprendre comment la géopolitique s'écrit réellement en temps de crise. Commençons par l'information la plus dérangeante. Celle qui devrait faire la une, mais que beaucoup préfèrent ignorer. Un navire de guerre de la coalition, identifié comme le numéro 121, a reçu un avertissement radio direct des forces iraniennes. L'ordre était sans ambiguïté: stopper immédiatement sa progression dans le détroit, ou être pris pour cible sans avertissement. Le navire a obéi. Cela signifie qu'une des marines les plus puissantes au monde, en termes de moyens et de budget, a reculé face à une injonction iranienne dans une voie maritime internationale stratégique. Concrètement, cela change tout. Cela signifie que le rapport de force réel dans le détroit n'est plus celui que Washington affirme publiquement. Et surtout, cela signifie que tous les acteurs présents dans la région le savent désormais. Dans la foulée, les forces navales iraniennes annoncent la mise en place d'une zone d'exclusion unilatérale en mer d'Oman. Tout navire militaire s'approchant d'un bâtiment iranien doit désormais maintenir une distance minimale stricte. Toute violation entraînera une réponse immédiate, sans avertissement préalable. Ce message n'est pas resté confidentiel. Il a été diffusé sur les fréquences radio militaires internationales, et donc entendu par l'ensemble des marines présentes dans la zone. Pendant ce temps, à Islamabad, des diplomates américains et iraniens sont assis autour d'une table, officiellement pour éviter précisément ce type d'escalade. Ces deux réalités se déroulent simultanément. D'un côté, des discussions diplomatiques présentées comme constructives. De l'autre, un détroit sous tension, militarisé, où des systèmes d'armes sont prêts à être activés. D'un côté, les déclarations apaisantes. De l'autre, des missiles potentiellement verrouillés sur des navires adverses. Et ce n'est pas un événement isolé. La semaine précédente déjà, une tentative de dialogue s'était conclue de la même manière: aucun accord sur le nucléaire, aucune avancée structurelle, mais un communiqué final présenté comme positif. Ce schéma n'est pas nouveau. Lors des négociations de Vienne sur le dossier nucléaire iranien, les États-Unis maintenaient une pression maximale à travers les sanctions, tout en poursuivant officiellement les discussions.
En réponse, l'Iran augmentait progressivement son niveau d'enrichissement d'uranium. Chaque étape correspondait précisément à une impasse diplomatique. Le message était clair, la négociation est un outil, pas une garantie. Ce type de stratégie s'inscrit dans une logique de long terme. Déjà, en 1980, lors des accords d'Alger sur la libération des otages américains, les autorités iraniennes avaient attendu un moment politique précis aux États-Unis pour maximiser l'impact symbolique de leurs décisions. Ce n'était pas une réaction. C'était une anticipation. Et pourtant, cette logique continue d'être sous-estimée. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, imaginez une situation simple. Vous êtes en conflit avec un voisin. Vous vous retrouvez autour d'une table pour discuter calmement. Tout semble apaisé. Les sourires sont là, les gestes sont cordiaux. Mais pendant que vous discutez, ce voisin agit ailleurs, en parallèle, pour modifier concrètement la situation à son avantage. Lorsque vous vous en rendez compte, la discussion n'a déjà plus de sens. Et pourtant, face aux observateurs extérieurs, le récit officiel reste le même, la discussion a été productive, il ne reste qu'un détail à régler. C'est exactement ce qui s'est produit à Islamabad. Maintenant, regardons les éléments structurels. Ce qui montre que nous ne sommes pas face à une simple erreur tactique, mais à un mécanisme beaucoup plus profond. Selon plusieurs sources, des systèmes antiaériens portables auraient été fournis à l'Iran par la Chine. Ces équipements permettent à un seul opérateur de cibler des drones, des hélicoptères ou des aéronefs à basse altitude. Interrogé à ce sujet, Donald Trump n'a pas formellement démenti. Il a reconnu avoir entendu ces informations, tout en exprimant l'espoir qu'elles ne soient pas confirmées. Dans le même temps, il a évoqué la possibilité de sanctions économiques majeures contre Pékin. Mais ce type de menace n'est pas nouveau. Lors de précédentes tensions commerciales, les États-Unis ont déjà utilisé l'arme tarifaire à grande échelle. La réponse chinoise, elle, n'a pas été symétrique. Elle a été ciblée. Plutôt que d'entrer dans une confrontation directe, la Chine a restreint certains éléments critiques de sa chaîne d'exportation, notamment dans le domaine des composants stratégiques. Et cela a suffi à créer une inquiétude immédiate du côté américain. Ce point est essentiel. Parce qu'il révèle une réalité souvent absente du discours public, les rapports de force ne sont pas uniquement militaires. Ils sont aussi industriels, technologiques et logistiques. Et dans ce domaine, certaines dépendances sont difficiles à contourner à court terme. Menacer sans disposer d'alternatives crédibles ne produit pas le même effet que dans un rapport de force classique. Cela peut même produire l'effet inverse, révéler ses propres limites. Pendant ce temps, sur le terrain, les dynamiques continuent d'évoluer. Selon plusieurs sources non occidentales, les négociations d'Islamabad auraient été utilisées comme une couverture. Pendant que l'attention était focalisée sur la diplomatie, plusieurs navires de la coalition se seraient repositionnés discrètement vers le détroit d'Ormuz. L'objectif supposé, sécuriser une présence physique avant qu'un éventuel cessez-le-feu ne vienne figer la situation. Sur le plan tactique, la logique est claire. Utiliser le temps diplomatique comme un espace d'action. Mais cette manœuvre aurait été anticipée. Les systèmes de défense iraniens auraient été activés, et les unités navales approchant auraient été immédiatement suivies et verrouillées. En parallèle, les négociateurs présents à Islamabad auraient été informés en temps réel. Deux réponses ont alors été déclenchées simultanément, une réponse militaire sur le terrain, et une réponse diplomatique à la table des discussions. En moins d'une heure, les navires ont fait demi-tour, les négociations ont échoué, et un communiqué officiel a été publié.
Un communiqué parlant de réunions constructives. La réalité, elle, était déjà visible sur le terrain. Mais ce qui est en train de se jouer dépasse largement cet épisode. Le point le plus critique est ailleurs. Il concerne la crédibilité même de l'outil diplomatique américain. Lorsque des menaces économiques sont formulées sans capacité réelle de substitution, elles cessent d'être perçues comme des leviers de pression. Elles deviennent des signaux de contrainte. Dans ce cas précis, la dépendance à certaines chaînes d'approvisionnement est centrale. De nombreux systèmes stratégiques, qu'ils soient militaires, technologiques ou industriels, reposent sur des composants spécifiques, dont la production est largement concentrée à l'étranger. Sans accès à ces ressources, certaines capacités critiques sont directement impactées. Et cette réalité a été reconnue publiquement. Cela signifie qu'une partie du rapport de force échappe désormais au champ militaire classique. Pendant ce temps, d'autres acteurs ajustent leur position. La Turquie, deuxième armée de l'OTAN en termes d'effectifs, a adopté un discours beaucoup plus direct. Ce n'est plus simplement une posture diplomatique. C'est une déclaration qui s'inscrit dans une logique d'engagement potentiel. Et ce type de prise de position modifie l'équilibre régional. Dans le même temps, sur le plan juridique international, la Cour pénale internationale a émis un mandat visant Benjamin Netanyahou. Ce mandat est reconnu par plus d'une centaine d'États. Cela ne signifie pas qu'il sera appliqué partout, mais cela réduit objectivement la marge de manœuvre diplomatique du dirigeant concerné. Parallèlement, plusieurs pays européens ont ajusté leur position. Certains ont pris des distances avec les opérations militaires en cours, d'autres ont exprimé des désaccords plus explicites sur la scène internationale. Ce mouvement, progressif mais réel, fragilise la cohérence des alliances traditionnelles. Et dans ce type de configuration, le rapport de force ne se mesure plus uniquement en capacité militaire. Il se mesure aussi en légitimité, en cohésion, et en capacité à maintenir un front commun. À cela s'ajoute une dimension souvent sous-estimée, l'économie. Plusieurs incidents ont touché des infrastructures énergétiques en dehors de la zone directe du conflit. Des perturbations qui surviennent au moment même où les routes d'approvisionnement traditionnelles deviennent instables. Le détroit d'Ormuz, axe majeur du commerce énergétique mondial, est partiellement affecté. Et lorsque ce type de corridor est perturbé, les effets se répercutent bien au-delà de la zone immédiate. Les acteurs économiques cherchent des alternatives. Les flux se redirigent. Et les équilibres évoluent rapidement. Dans ce contexte, certains bénéficient de ces changements, d'autres les subissent. Mais une chose est certaine, le rapport de force économique n'est pas neutre. Ce que nous observons ici ne relève pas d'une simple erreur de calcul. C'est l'expression visible d'une contradiction beaucoup plus profonde. Au XXIe siècle, la puissance militaire seule ne suffit plus. Pour qu'elle fonctionne comme un outil crédible, elle doit s'appuyer sur trois piliers essentiels: une supériorité informationnelle, une légitimité internationale, une cohésion d'alliance. Or, dans cette séquence, ces trois piliers sont fragilisés simultanément. La légitimité est contestée sur la scène internationale. La cohésion des alliances est mise sous pression. Et surtout, la maîtrise du récit informationnel échappe partiellement au contrôle des acteurs traditionnels. Dans un monde où les images, les enregistrements et les données circulent instantanément, il devient de plus en plus difficile de construire une version unique des événements. Et lorsqu'un décalage apparaît entre le discours officiel et les faits observables, ce décalage devient lui-même un facteur de transformation du rapport de force. Dans ce contexte, la puissance ne disparaît pas. Mais elle change de nature. Elle ne s'impose plus uniquement par la force. Elle se joue dans la capacité à anticiper,
à coordonner et à comprendre les dynamiques en temps réel. Ce que cette situation révèle également, c'est que les lignes de fracture ne sont plus uniquement géographiques. Elles sont économiques, informationnelles et technologiques. Une perturbation dans une chaîne d'approvisionnement, une décision politique ou un repositionnement stratégique peuvent désormais produire des effets globaux immédiats. Et c'est là que réside l'enjeu réel. Parce que le conflit ne se joue pas seulement dans une zone maritime. Il se joue dans les flux énergétiques, dans les dépendances industrielles, dans les alliances, et dans la manière dont l'information est diffusée. Si cette dynamique se poursuit, les conséquences pourraient dépasser largement le cadre régional. À moyen terme, les routes commerciales pourraient être redéfinies. Les équilibres énergétiques pourraient évoluer durablement. Et certaines alliances pourraient être profondément reconfigurées. Sans qu'un affrontement direct majeur n'ait nécessairement lieu. La question que vous devez vous poser maintenant est simple: si tous ces éléments sont visibles, documentés et accessibles à travers différentes sources, pourquoi le récit dominant continue-t-il de parler de simples progrès diplomatiques et de détails techniques? La réponse tient en une réalité fondamentale: le XXIe siècle ne se gagne pas uniquement avec des flottes et des déclarations. Il se joue dans la maîtrise de l'information, la cohérence des stratégies, et la capacité à lire les intentions de l'adversaire avant qu'elles ne deviennent visibles. Comprendre cela, ce n'est pas seulement analyser un conflit. C'est comprendre comment le monde fonctionne aujourd'hui. Si cette analyse vous a apporté un éclairage différent, abonnez-vous à la chaîne Marc Analytique. Nous allons continuer à décrypter ensemble chaque évolution, avec lucidité, rigueur et sans filtre.